Merci d'être à la régulière pour la sortie donc, du tout dernier essai de François Bégodeau, Boniment. On est très content de l'accueillir. Je suis très ravi de vous présenter ce livre. Ce qu'on voulait faire, c'est que j'ai quelques questions d'abord moi, quelques remarques et relances à faire à François pendant une petite demi-heure avant de vous laisser un peu la parole si on laisse la salle un peu interagir. Moi, je suis contre, mais bon, les gens aiment bien parler. Donc. On est plus nombreux, je pense. On va s'en sortir. Donc pour attaquer tout de suite, j'ai envie d'accrocher avec une question typique de libraire, de curiosité éditoriale. C'est simplement, Boniment, d'où vient ce livre ? C'est ta première publication aux éditions Amsterdam. Et voilà, je voulais savoir comment il arrive, comment il s'est construit et comment il finit chez Amsterdam, cette super maison de Franck Camarade. En fait, Amsterdam a publié un livre, je crois que c'était l'an dernier, en septembre 2021. Il y a 1 an et demi, qui était un gros machin qui s'appelait Le Nouveau Monde, qui était un livre collectif où ils avaient demandé énormément de contributions parmi, en gros, la gauche critique pour aller très très vite, quoi. Et ils demandaient, donc il s'agissait de faire une espèce de peinture collective du monde néolibéral, disait-il. Et donc il s'agissait de faire pour chacun un gros texte sur un thème donné. Moi j'étais revenu un peu sur l'histoire de la bourgeoisie, des choses comme ça, parce que voilà, c'était un domaine que j'avais un petit peu exploré. Et en plus de ça, il y avait un chapitre qui était consacré à ce qu'ils appelaient des mythologies néolibérales. Et là ils demandaient de faire des plus petits textes. Et on a été 3-4 à se porter volontaire pour répondre à cette petite commande, cette sous-commande. Donc prendre un peu des objets du néolibéralisme ou des expressions ou des choses qui appartiennent au monde néolibéral avec l'espèce de filigrane ou de précédent barthésien, les mythologies, tout ça. Et je me suis pris au jeu parce que j'aime bien ces petits textes. J'en ai fait 5, je crois, dans le Chauvier, on avait fait 3 ou 4 aussi. Je ne sais plus qui y avait, et j'avais fait, par exemple, une entrée qui était Résilience, une entrée qui était la série, donc sur la série au sens plateforme Netflix, entre autres. Je crois qu'il devait y avoir aussi J'assume, l'expression J'assume, et puis peut-être Mercato, il me semble qu'il y avait ça, Mercato qui est un terme qui vient du foot, entre autres choses. Comme les directeurs de ce livre, Le Nouveau Monde, avaient été satisfaits de mes productions mythologiques, ils m'ont suggéré d'en faire 40 ou 30 et de le publier, de faire un livre. Et je me suis lancé. Du coup, ça a donné Boniment, qui doit y avoir, 45 entrées, où j'ai repris Résilience et compagnie. Je les ai réécrits, je les ai renouvelés, un peu rafraîchis, stylistiquement surtout. Et puis j'en ai ajouté plein, et puis ça a donné ça. C'est parti comme ça. Et puis au départ, pourquoi je l'ai appelé Boniment ? C'est venu assez vite, en fait, la notion de Boniment. Ça aurait pu s'appeler Mythologie, mais je trouvais quand même que le comparatif Barthes était non seulement prétentieux, mais en plus pas juste. C'était pas ça que je faisais. Et il m'est apparu plus... à un moment, j'avais appelé ça fiction libérale, mais ça se la pétait aussi un peu, c'est pas très punchy. Boniment me paraît pas mal, quoi. J'essaie d'expliquer d'ailleurs notamment l'entrée novlangue, qui est un peu la fin du livre, mais qui est un peu sa clé, en fait. Ce que j'entends par boniment. Ce qui est intéressant dans Boniment, c'est le côté, c'est une langue commerciale, quoi. C'est les commerçants qui font du boniment. Et c'est un peu, je pense, c'est le fil directeur du bouquin, c'est de montrer que derrière toutes les manœuvres stylistiques ou linguistiques du libéralisme, il y a toujours une intention marchande et commerciale, quoi. C'est toujours un ethos commercial qui est en train de s'exprimer. Donc Boniment, elle est bien, quoi. Voilà, c'est parti comme ça. Et pas de novlangue, donc justement, pas cette idée que c'est une langue que les dominants construisent, essayent de nous imposer, nous privent de certains mots, que c'est plus subtil que ça, quoi. Que c'est des doux mensonges, tu disais des mots creux, des douces fastifications. C'est ça, pas quelque chose de je suis un peu réfractaire à la notion de novlangue. Pas d'abord parce qu'elle est vraiment devenue une espèce de tarte à la crème, quoi. Je veux dire, tout le monde l'utilise, c'est la novlangue du pouvoir.
C'est une référence à Orwell. Je ne suis pas complètement en adhésion avec la pamoison orwellienne qui a pris pas mal de gens depuis 10-15 ans. Je ne suis pas sûr que 1984 soit premièrement un très grand livre et deux, mais ça à la rigueur ça n'engage que moi. Mais ce dont je suis complètement sûr et plus objectivement, c'est que ce n'est pas vraiment un livre qui soit à même c'est un livre qui a été fabriqué et calibré dans l'esprit d'Orwell, ce qui était tout à fait pertinent à l'époque. C'était, je ne sais plus quand il écrit, je crois que c'est 45, 6, 7 ou un peu avant, un peu après. C'est plutôt à la fin de sa vie. Et évidemment, il avait en tête le totalitarisme, qu'on n'appelait peut-être pas encore totalitarisme à l'époque, parce qu'Hannah Arendt n'avait pas encore produit ce concept. Peut-être que si, je ne sais plus, mais oui, il s'agissait de fusionner la dictature stalinienne et la dictature nazie, et que oui, à ce titre-là, le monde qui est configuré par Orwell dans 84 est à même de rendre compte de certaines manœuvres qui soient propres à des dictatures pur jus, des dictatures hardcore. Or, il me semble que ce n'est pas pertinent pour le monde dans lequel nous vivons. Je ne crois pas que nous soyons strictement en dictature. C'est hélas beaucoup plus... Enfin, hélas, et tant mieux. Mais tant mieux, parce que ça nous laisse quand même... il est quand même plus compliqué de vivre dans une dictature pur jus, à plein d'égards, ne serait-ce que pour la liberté d'expression. Mais pour l'esprit, c'est plus compliqué. C'est un défi plus subtil que d'arriver à véritablement comprendre à quoi nous avons affaire. Et nous avons affaire, effectivement, à une sorte de totalitarisme doux, ou de tyrannie subtile qui passe par la marchandise et qui, par ailleurs, dont la grande subtilité, et c'est l'objet de pas mal de mes entrées, est de nous embarquer dans le processus. En tant que consommateurs, nous-mêmes, nous sommes toujours partie prenante de quelque chose. Par ailleurs, nous en tirons pas mal de bénéfices et d'avantages. En tout cas, nous autres, habitant dans des pays plutôt favorisés, plutôt développés, comme on dit, en tout cas, appelons ça des pays riches, et étant pas forcément, je ne sais pas si c'est le cas ici de tout le monde, mais pour ce qui me concerne, je ne suis pas un hyper précaire. Donc il est évident que je tire pas mal de bénéfices de la société libérale dans laquelle je vis. Et donc, en tout cas, mon corps n'est pas en dictature, c'est pas vrai. Mon corps est sans doute effectivement embarqué et embrigadé dans des processus marchands qui le captent, ça c'est vrai. Il a tendance à me décérébrer, à m'abêtir, voilà, il y a tout un tas comme ça à me divertir, bien sûr. Mais en tout cas, c'est pas exactement de la coercition pur jus. Donc à ce titre-là, alors sur la langue, je suis trop long, mais juste j'ajoute là-dessus, il y a le grand truc qu'on dit souvent, et c'est comme ça d'ailleurs que circule la notion de 9 langues dans la langue un peu courante, semi-courante, à savoir qu'il y a le fameux truc de l'inversion orwellienne, c'est-à-dire... on l'entend souvent, d'ailleurs, sur plein de plateaux de télé, y compris dans des bouches pas du tout gauchistes, à savoir « Ah oui, c'est orwellien, parce qu'on dit la guerre pour la paix. » Donc c'est le fameux truc, un mot pour son contraire. Eh bien, précisément, la langue dans laquelle nous baignons, la langue produite par les leaders d'opinion, les éditorialistes, les gens de pouvoir, et c'est pas une chose pour son contraire, c'est pas vrai. C'est un semi-mensonge à chaque fois, et c'est pour ça que c'est piégeux, et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça... Donc par exemple, je prends cet exemple, j'en prends quelques autres dans cet article. Ce qu'on appelle un plan social, bon, tout le monde voit bien l'entourloupe, puisqu'on appelle un plan social, n'a pas grand-chose de social, parce que c'est un plan de licenciement. On sait bien. Ouais, mais enfin, c'est quand même un plan social un peu. Parce qu'un plan social consiste, une fois qu'on a viré les gens, de façon extrêmement brutale et au titre de la satisfaction de beaucoup d'actionnaires, il y a quand même la DRH ou le DRH s'occupe un peu de donner une sorte de parachute social aux gens qu'on a foutus en l'air brutalement. Il y a quand même un effet d'adoucissement social de la brutalité. Bon, c'est toujours à ça qu'on a affaire. C'est toujours, je te donne un peu un petit truc pour faire passer la pilule. Ou liberté, ou république, c'est les pires... Ça, oui, ça c'est les trucs. Mais si on prend, alors je m'en prends à la notion de liberté, mais presque d'un point de vue, alors je dirais presque, ontologique, quoi. Enfin, là, j'y vais un petit peu à la dure. Je pense que c'est une notion qui, pour moi, n'a aucune pertinence anthropologique ou ontologique. Mais il se trouve que par-delà ça, le mot de liberté tel qu'il est brandi par les libéraux, par ceux qui sont quand même toujours en train de nous expliquer qu'on vit dans le moins pire des mondes, enfin selon les expressions qu'on connaît bien,
le meilleur des mondes possibles ou le moins pire, ou la démocratie est le pire des régimes à l'exclusion de tous les autres. Enfin, on connaît bien ce truc-là. Donc vont toujours brandir le fait que nous sommes le monde libre. Alors c'est faux, ça ne veut rien dire, un monde libre, et puis par opposition à quoi d'ailleurs? En revanche, il n'est pas complètement... Je veux dire, par exemple, je pourrais ici même proférer les pires aphorismes extrême gauchistes. Les flics ne viendraient pas m'emmerder. Ils ont plein d'autres gens à emmerder à l'heure où je vous parle d'ailleurs. Donc, et donc, moi, je veux dire, je n'ai jamais... Alors, il y a des petits effets de censure dont je peux être victime, ou sujet, ou l'objet. Je pourrais détailler si ça intéresse des gens. Mais c'est toujours subtil comme censure. C'est pas quelque chose qui... Je veux dire, on m'empêche pas de parler véritablement. C'est plus qu'on t'invite pas dans certains trucs. Enfin, tu vois, ça passe toujours comme ça par des choses très, très émollientes, en fait, quoi. Donc... Alors tout ça, c'est vraiment un défi pour la pensée, parce qu'il faut toujours être très très précis. Et en même temps, c'est assez fécond textuellement, parce que du coup, ça produit des textes, je pense, plus, disons, qui sont aussi sophistiqués que la douce tyrannie à laquelle on a affaire. Et parfois, on disait des diversions, du divertissement, ou de la diversion, ou du flou qui fait diversion, comme la trottinette fait diversion, ou bobo. Un mot complètement flou comme bobo devient une cible parfaite pour tout dire et que tout le monde s'y retrouve et qu'on ne parle plus de certains autres. Ouais, moi, bobo, ça fait très très longtemps que je vois ça comme une espèce de chef-d'œuvre de la langue semi-falsificatrice, quoi. Et ça fait 20 ans que ça dure. Et je crois qu'on est d'ailleurs nombreux à être concernés, parce que, y compris à gauche, on utilise parfois ce mot. Je vois bien que ce mot a eu comme usage, peut-être pas comme objectif, parce qu'encore une fois, tout n'est pas prémédité dans cette affaire, c'est des usages, quoi. Mais il est évident que le mot bobo a évincé le mot bourgeois, quoi. Et ça, c'est sûr. Et par ailleurs, à part une espèce d'opération extrêmement acrobatique, ce qui était un concept qui, au départ, avait une légitimité sociologique, hein, ça vient des États-Unis, il y a eu des chercheurs qui commencent à dire bourgeois bohème, ça désignait une bourgeoisie assez fortunée, de New York d'ailleurs, c'était un peu l'épicentre au départ, mais qui, bon, le terme de bohème indiquait une sorte d'ouverture sociétale, c'était des gens qui avaient à voir avec la culture, donc c'était pas évidemment la bourgeoisie tradie, c'était pas les riches, très à droite, très crispée sur des questions sociétales, c'était une bourgeoisie, qu'on pourrait appeler progressiste, en tout cas assez ouverte sur un certain nombre de sujets. Ok, là le concept il est assez réglo, et de fait on pouvait en trouver l'équivalent en France, en tout cas dans les métropoles françaises, ça disait un truc, quoi. Sauf que peu à peu le truc se met à glisser, et bobo, de fil en aiguille, on oublie bourgeois dedans, on ne retient que bohème, donc en ne retenant que bohème, ça finit par désigner les intermittents du spectacle un peu précarisés, parce qu'ils sont un peu bohèmes, quoi. Et de fil en aiguille, ça finit par désigner un certain nombre de thèmes sociétaux qui peuvent être portés, comme par exemple par, je dis, un intermittent de gauche, quoi. À savoir, les défendre des sans-papiers, ou ce genre de choses. Et là, du coup, ça devient presque un mot, disons, attitré d'une certaine droite, qui va stigmatiser le bobo comme étant l'autre nom, en fait, du gauchiste qui voudrait qu'on donne des papiers à tout le monde, alors qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde comme on sait. Donc c'est quand même un sacré retournement des choses, quoi. Le truc qui, à la base, était une notation économique assez pertinente, devient finalement un élément de stigmatisation d'un certain gauchisme, quoi. Ou en tout cas, d'un certain gauchisme. Donc là, il était temps, je pense qu'il y aurait une hygiène qui consisterait à faire que des gens qui se disent de gauche arrêtent de prononcer ce mot, quoi, qui me paraît extrêmement plus. Surtout qu'en fait, il y a une espèce aussi de folklorisation de la chose. C'est ce que je dis à un moment. Comme d'habitude, on absentait la chose économique, qui me paraît toujours la chose centrale, sur laquelle je reviens tout le temps. Et on ne retenait que la patine de certains comportements liés à une certaine bourgeoisie citadine. Par exemple, je fais du vélib, par exemple, j'ai une trottinette, par exemple, je fais un petit peu les brocantes le dimanche, je chine un peu, ou ce genre de trucs, quoi. Donc en fait, c'était vraiment une façon de dépolitiser ce qu'aurait pu être et de folkloriser une notion qui, encore une fois, envisagée d'un point de vue de rapport de production, de rapport de richesse ou de revenus, était intéressante, quoi. Donc oui. Style de vie au lieu de...
niveau de vie. Bah, c'est ça, ouais, style de vie plutôt que niveau de vie. Alors après, on peut. Du coup, c'est devenu un grand classique d'aller chier sur le bobo, d'en faire des portraits un peu comme ça, sarcastiques, où ça ricane, parce que. Bon, ça, c'est mon entrée trottinette, effectivement, où je commençais à dire, évidemment, c'est hyper tentant de se foutre de la gueule des gens en trottinette. Il y a de quoi faire un bon billet d'humeur un peu sympatoche, quoi. Ah là là, ils sont ridicules. Puis c'est un petit peu infantilisant, c'est un peu puéril. Et puis alors après, de glissement en glissement, ça donne un peu billet d'humeur de droite, parce que ça donne un peu un billet genre Philippe Muret. C'est-à-dire, en gros, je l'ai encore entendu dans la bouche d'Elisabeth Lévy il y a pas plus tard qu'il y a 3 jours sur CNews, que je regarde immodérément. Et elle disait, mais et puis les trottinettes, ça gêne personne que des hommes utilisent un jouet pour enfants. Et donc c'est toujours le même truc en fait, c'est dévirilisant. C'est des hommes efféminés, quoi. Et ça, c'est pas bien. Et Muret, qui est un type qui a un certain talent, qui a une certaine plume, qui a quand même été c'est très viriliste, Muret. Au bout du compte, quand il parlait de la Gay Pride, alors il pouvait toujours, disons, mettre ça dans un ensemble qui concernait ce qu'il a appelé l'homo festivus, savoir la fête. Bon, d'abord, pourquoi pas, Philippe? D'ailleurs, t'aurais dû monter sur le char et amuse-toi, quoi. Mais bon, why not? À la rigueur, ça pouvait s'entendre, y compris à gauche, sur le mode là où on produit des spectacles festifs et on festivise un peu Paris, on absente peut-être la conflictualité sociale et une certaine rudesse de la vie. Ok, là ça peut encore s'entendre. Sauf qu'en fait, on creuse, on lit Muret et on s'aperçoit que ce qui gêne quand même, c'est que c'est quand même des PD, quoi. Et donc voilà, donc je propose dans mon entrée trottinette électrique qui prend au piège un peu le lecteur, parce que justement je vois bien, j'imaginais mon lecteur ou ma lectrice, en voyant arriver l'entrée trottinette électrique, dire ah, on va bien se marrer là. Et en fait, non, je le retourne. Je lui dis non, arrête de te marrer, c'est un mauvais objet. Et c'est vrai qu'on s'est habitué comme ça à se focaliser sur des objets qui sont quand même fondamentalement dérisoires, quoi, et très secondaires par rapport à la violence sociale qui devrait être notre seul objet. Tout à fait. Et pour revenir sur ce livre, justement, moi je voulais aussi parler de sa forme, qui je pense est sa force, parce que c'est un essai, mais on n'est pas sur un lexique non plus. Tu prends pas des mots un par un que tu vas décortiquer avec une démonstration très argumentative, très théorisante. Il y a une force littéraire aussi. Tu lui donnes pas poétique, mais surtout littéraire, parce que François Bégodeau est avant tout, à mon sens, un romancier, bien sûr. Et j'en profite pour faire la pub de Un enlèvement. Si vous adorez les essais de François Bégodeau, que vous vous régalez de regarder ses vidéos, mais que vous n'avez jamais lu un de ses romans, lisez des romans et lisez notamment Un enlèvement, surtout si vous avez adoré Une histoire de ta bêtise. Et c'est ce qu'on a aussi, c'est ce qu'on retrouve aussi dans ce livre. Tu vas même jusqu'à créer des personnages, mettre en scène des personnages, vraiment les créer dans Notre joie et Histoire de ta bêtise. Il y a aussi des mises en scène avec toi comme personnage aussi, avec des personnes, mais là vraiment des vraies créations, et je pense que c'est le talent romancier qui s'amuse aussi et qui permet aussi de faire réfléchir beaucoup de choses, quoi. Disons que moi, c'est vrai que fondamentalement, je suis romancier. Et bon, alors qu'est-ce que ça veut dire être fondamentalement romancier? On pourrait dire c'est parce que tu préfères la fiction au réel, ou en tout cas, non, évidemment, c'est pas comme ça que ça se joue en fait, parce que comment dire, on peut tout à fait faire des romans qui soient très très peu fictionnels en fait. Donc la partition entre roman et essai, elle n'est pas là en fait. Elle est en tout cas, un essai tel que classiquement est établi, quoi. Ça serait plutôt, je pense, de s'arrimer à du particulier. Et en fait, je pense, c'est les degrés d'incarnation. C'est ça, en fait, qui, pour moi, fait un peu le pseudo-clivage entre roman et essai. C'est que le roman va toujours en passer par des choses incarnées. Donc, exemplairement, des personnages, des situations. Le récit, c'est une somme de situations. Et alors que, bon, on peut dire, pour encore une fois être un peu schématique, ça ne serait pas vrai du tout des essais de Montaigne, par exemple. Mais le mot a pris quand même un autre sens depuis notamment une centaine d'années.
L'essai, c'est quand même un peu théorique. Ça va être un peu, il y a une langue plus théorique, plus conceptuelle, plus synthétique, plus généralisante, plus générique. Bon, alors c'est sûr que moi, c'est une langue que je peux manipuler parce que voilà, j'ai quelques automatismes dans la théorie, mais c'est pas mon lieu. C'est pas là que je me sens le plus fort. C'est pas là que je me sens le plus joyeux aussi. Et quand c'est pas incarné, très très vite, pour moi, je vois sortir de mes doigts des phrases qui me plaisent pas parce que je les trouve trop exsangues, dévitalisées. Donc je me sens beaucoup plus heureux comme écrivain et beaucoup plus fécond dès lors que j'ai trouvé un point d'incarnation. Et donc ça va être effectivement des personnages. Donc je vais rentrer dans, pour parler que de Boniment. Bon, c'était déjà le cas d'Histoire de ta bêtise. Je veux dire, je fais pas une sociologie de la bourgeoisie dans Histoire de ta bêtise. Il y a des gens plus sérieux que moi qui l'ont fait de façon très formalisée, méthodique. Les Pinsons Charlot par exemple, et plein d'autres gens. Moi, je ne fais pas ça. Je vais toujours partir de figures que j'ai rencontrées, pris dans telle situation, émettant tel élément de langage, mais dans telle situation. Et c'est là que moi, ça écrit. Ça y est. Je l'ai beaucoup dit au moment de la sortie de Notre Joie. Je méditais vaguement de faire un livre qui tournerait autour de ces choses-là. Notamment, ce qui m'intéressait, c'était la jonction entre la droite, l'extrême droite, le libéralisme et la pensée autoritaire. C'était vraiment un sujet que je trouvais pertinent, urgent et intéressant, mais j'avais pas d'entrée. C'était trop théorique cette affaire, libéralisme, autoritaire, machin. Et la vie m'a donné une entrée, c'était, ceux qui connaissent le livre savent laquelle, c'est un soir où je rencontre un jeune plutôt affilié à Soral et on va passer une soirée ensemble. Et là, ça y est, j'avais mon livre parce que j'avais mon assise incarnée, quoi. Donc le livre était assez théorique à ses heures, mais il était quand même charpenté toujours autour de ce personnage que j'appelais M, et puis d'autres personnages d'ailleurs dont je parlais un peu plus tard. Dans le cas de Boniment, c'est vrai, je veux dire, à un moment, je voulais faire une entrée de nouveau mérite, mais en fait, je ne l'ai pas faite parce que j'avais déjà beaucoup pontifié sur le mérite, mais je voulais quand même revenir un peu sur ces trucs-là, quoi, notamment sur les notions de mérite, héritage, et j'avais en fait envie de faire... moi j'aime bien prendre des choses par la psychologie en fait, parce que en tout cas la psychosociologie, pour moi les choses ne sont pas du tout séparées, quoi. Je veux dire, un corps il est fait de ses déterminations sociales, donc il est psychologiquement constitué, y compris par la classe sociale à laquelle il appartient. Pas seulement, mais beaucoup. Et donc il y a quand même un truc qui m'intéresse toujours beaucoup, c'est qu'est-ce que ça fait d'être un héritier ? Évidemment, si on le prend d'un point de vue théorique et marxiste, on va très largement déconstruire cette affaire en disant c'est très très injuste que notre société soit construite autour de systèmes d'héritage. Héritage direct ou héritage indirect. Bourdieu a fait le boulot, pas de problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mais est-ce que ça ne crée pas une névrose particulière d'être un héritier, quoi ? Est-ce que c'est pas hyper chiant d'être un héritier ? Mais bien sûr que c'est chiant. Alors évidemment, on peut dire, ouais, c'est chiant, en même temps, tu es bien content d'hériter d'une maison ou d'hériter d'un certain nombre d'avantages qui vont faire que tu as un capital de départ qui va faire que ça va être facile pour toi dans la vie, quoi. Ouais, mais je pense que ça peut créer un sentiment de dette psychologique qui est parfois, je pense, douloureux à vivre chez certains bourgeois. J'en ai croisé quelques-uns qui sont quand même très très emmerdés parce que du coup, et c'est là qu'apparaît mon personnage que j'appelle Jean, j'aurais pu l'appeler autrement, qui hérite, d'ailleurs, lui, explicitement au début du fragment, c'est narratif, quoi. Je dis qu'il a été frappé par un deuil et par un héritage. Et toute l'ambivalence est là, parce que son père meurt assez prématurément. Son père était un patron de, je ne sais plus de quoi, d'ailleurs, parce que je me suis amusé à lui donner plein d'attributions très différentes. Il fait à la fois de l'industrie du cochon et en même temps de la presse régionale, le genre de trucs qu'ils font, ils s'en foutent un peu. Donc il hérite de ça et il est quand même très très emmerdé et va se développer en lui une sorte de névrose, de complexe psychologique, à savoir il voudrait ne devoir qu'à lui-même sa réussite. Et là je raconte les affres de ce pauvre Jean parce que il est pris dans la fatalité de l'héritage. Parce que quoi qu'il fasse, il se rend compte qu'il a eu des facilités pour le faire. Et même à un moment, il monte une boîte tout seul. C'est-à-dire qu'il ne va pas se servir des capitaux de son père. Il est content, il va monter sa start-up à lui, quoi. C'est son idée, Et puis à un moment, il a quand même un doute, il dit ouais, enfin quand même, si j'ai trouvé des investisseurs, parce que pour monter une boîte, ça consiste quand même à aller voir des gens qui ont de la thune, qui s'appellent des banquiers ou des business angels, des investisseurs, quoi. Et donc on essaie de les convaincre, c'est ça en fait. Les boutiquiers, c'est ce qu'ils font, c'est pas grand-chose. Et il a un doute, il dit mais s'ils m'ont accueilli avec tellement de confiance, qui est le maître mot pour eux, je te fais confiance et donc je vais te donner de l'argent.
C'est parce que j'étais un fils d'eux et que donc il y avait une sorte de légitimité. Donc le pauvre Jean n'arrivera jamais, il finira chez un psy d'ailleurs, qui ne pourra pas l'aider non plus. Alors il y a un moment, il se raccroche à un dernier truc, et c'était un truc dont je voulais parler dans Boniment, parce que c'est très très contemporain, c'est la crypto-monnaie, et plus précisément les NFT, qui sont ces espèces d'œuvres d'art numériques qui font l'objet d'une spéculation. Et j'ai rencontré 2 ou 3 personnes qui sont là-dedans, et qui se racontent exactement ce que Jean a envie de se raconter, à savoir que c'est une nouvelle utopie, quoi. Les types, ils ont pratiquement des propos, ils se prennent pour des libertaires, quoi. Ils ont vraiment l'impression que là, ils sont en train de défricher un espace. Un peu ce qu'a été l'utopie d'Internet au tout début, mais ce qui était plus audible, je pense, du côté d'Internet. Après, on a bien vu à quel point Internet a été repris, comme d'habitude, par les gens qui consentent des capitaux, mais de fait, c'était pas complètement inintéressant que la grande famille mondiale libertaire ait cru qu'à un moment, il y avait quelque chose à tirer d'Internet, et c'est toujours pas si faux. Enfin, voilà, on pourrait étudier ce problème. En ce qui concerne les NFT ou la crypto-monnaie, on a exactement le même discours. Non, mais attends, là, je veux dire, en fait, c'est vraiment un truc entre potes, c'est égalitaire, c'est horizontal, parce qu'en fait, ça passe pas par une banque, hein, donc c'est peer-to-peer, quoi. Et donc, les types se font vraiment un trip d'horizontalité, quoi. Et toi, tu te dis, mais tu fais quoi de ta vie, en fait ? Tu vois, j'achète des œuvres d'art numériques, genre un singe, l'emblème, c'est le singe, là, le Bored Ape. Et puis je le revends, et tu vois. Mais je lui dis, mais en fait, tu fais de la spéculation, ça s'appelle. Enfin, tu sais, en fait, tu fais ce que font les capitalistes depuis 600 000 ans. Ouais, mais non, c'est pas pareil. C'est hors système. Non, c'est hors système, tu vois, c'est entre nous. Et le mec finit par me dire, un mec qui est un copain de copain, donc ça me gêne un peu, je veux pas l'enfoncer, mais. Et il a été gentil en plus, on a passé une soirée pour qu'il m'explique, et il me raconte, puis tu vois, ça crée une communauté vachement sympa. Parce que tu vois, le code notamment, c'est quand tu arrives sur le forum, ou je sais pas comment ils appellent ça, le code, c'est qu'on se dise good morning. Et il me le dit vraiment. Hein. Et je le regarde, le mec se fout de ma gueule en fait. Et il se fout pas de ma gueule. Bon, après, il en était à 5 juin à ce moment-là, parce qu'ils se droguent tous, c'est assez dingue. Ils sont tous là-dedans. Mais non, je crois qu'il continue à se raconter que ça, sachant que le mec a quand même acheté une paire de baskets numériques, après je comprends pas tout, hein. Il l'a acheté 300 €, il l'a revendu 300 000 2 ans plus tard, et il s'est acheté un appartement avec, donc au bout du compte, utopie horizontale, mais si toutes les utopies anarchistes étaient aussi lucratives... Donc on est d'accord, des personnages ou des incarnations surtout. C'est même en rencontrant des gens, c'est que toujours tu incarnes, même si tu inventes certains, ça part pas jamais de n'importe où. Ouais, c'est ça, il y a toujours des modèles, hein, des modèles qui sont souvent... Mais un peu comme on fait en roman, hein. Les personnages de romans sont souvent des synthèses de choses qu'on a observées, soit vécues directement, soit des gens qu'on a rencontrés ou qu'on a vus à la télé, qu'on a vus au cinéma, qu'on a vu... C'est tout ça qui finit par fabriquer un personnage, et là, oui, j'en ai inventé quelques-uns. Oui, maintenant je voudrais faire le moment avocat du diable, François Bégodeau. Ça ressemble à, tu sais, tu regardes Thinkerview un peu ? Ouais. Il dit toujours ça. Ouais, alors je vais me faire l'avocat du diable. Et c'est à chaque fois pour poser une question de merde. Donc vas-y. Comme ça. Mais je sais pas si tu vas faire France Culture ou une matinale, donc je peux faire les questions de la matinale. Ouais, fais les questions. C'est assez peu probable que je fasse la matinale de France Inter. Hein. Je pense que c'est pas gagné. Ouais. Même le week-end, mais ouais, non. Serait de dire que t'as un ton, du coup, qui ose, un ton peut-être pamphlétaire, on pourrait dire, mais qui cache peut-être parfois aussi un certain mépris, une haine, une jalousie, tu vois le truc. Ah ouais, c'est vraiment non, mais c'est pas l'avocat du diable, là, c'est l'avocat de Léa Salamé, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu oses quand même aussi aller sur des analyses qui, quitte à, comme on dit, égratigner des personnes sans problème. Je fais... Il y a une entrée sur Édouard Louis. Enfin, c'est pas une entrée justement sur Édouard Louis, tu fais une analyse de ce qui peut être fait par le libéralisme de la figure d'Édouard Louis. Cette idée de transclasse, c'est de dire comment le libéralisme peut s'en gargariser sans problème, en disant oui, le pauvre c'était difficile avant et maintenant il nous a rejoint nous, cet endroit qui est mieux, qui s'appelle la bourgeoisie, où on a le bon goût. Mais je pense quand même que peut-être indirectement, lui, en lisant ce chapitre, ça va peut-être un peu l'égratigner. Ouais. Mais c'est sur ça que je voulais plus t'entendre sur cette idée d'assumer, non pas une complaisance permanente, une part de conflictualité, une part d'honnêteté
quitte à pas toujours à dire des choses qui rentrent pas dans de la moraline, parce qu'on fait que analyser, et que ça qu'il faudrait peut-être aussi qu'en face ils arrivent à entendre. Est-ce qu'analyser, est-ce que insulter et analyser, quoi. Parce que si on analyse, on n'insulte plus. Franchement, insulter, moi, tu parlais de pamphlet. Bon, c'est vrai que moi, je suis toujours très, très. C'est vraiment un genre que je n'aime pas, le pamphlet. Comme lecteur, il y a très peu de pamphlets. Même, par exemple, je relisais Les Grands cimetières sous la lune là, de Bernanos, parce que je vais faire une conf dessus, qui est un livre que j'aime beaucoup, et qui est souvent étiqueté pamphlet. Pour moi, c'est pas un pamphlet. Bernanos peut avoir parfois des montées stylistiques qui ressemblent à du pamphlétaire, mais qu'est-ce qui met Bernanos en dehors du pamphlet? D'abord, c'est sa grande honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de penser contre lui. Pour moi, le pamphlet ne pense pas contre soi. Et par ailleurs, la grande finesse de l'analyse aussi, et aussi le grand dépit, le désarroi de Bernanos en écrivant il écrit ce livre, pour ceux qui ne savent pas. Bernanos vient plutôt du royalisme, voire même d'extrême droite, et voire même avec un antisémitisme dont il ne va jamais se décrotter jusqu'à la fin de sa vie. Donc il vient vraiment d'un truc maurassien, machin. Sauf qu'à un moment, il se retrouve en pleine guerre d'Espagne, à Majorque, et il voit les crimes horribles des phalangistes, alors que son fils est dans la phalange. Et il se retourne un peu contre son camp en écrivant ce truc-là. Bon, déjà, il y a ce côté très courageux, je pense, de la part de Bernanos, et très honnête aussi. Il dit, je ne peux pas cautionner ça. Je peux pas, alors que franchement, c'est pas un gauchiste. Bernanos, à aucun moment, il n'a jamais compris ce que c'était que des communistes. Donc il reste complètement de droite, mais il a ce truc. Mais surtout, c'est vraiment un livre de dépit. C'est un livre, tu sens. Donc il n'y a pas cette espèce de truc que je déteste dans le pamphlet. C'est j'ai trouvé une cible, je dis à quel point j'abomine quelque chose et je jouis de l'abominer. C'est ça que. Puis en plus, c'est stylistique. Pour moi, le pamphlet, il y a toujours un truc très exclamatif, rentre dedans. Moi, je pense que j'ai un style plus rentré. Je peux être un peu mordant, mais ça passe toujours quand même par de l'ironie, je dirais assez feutré quand même malgré tout. Donc, et surtout, je ne fais jamais d'ad hominem non plus. Je vais pas, alors que dans le pamphlet, il y a beaucoup ça. Bon, Céline ayant porté ça à un point, je dirais presque hystérique. Enfin, et pas simplement sur le mode antisémite, mais on va s'en prendre à des gens, on va les nommer, on va les bestialiser, comparer les gens à des animaux. Enfin, bon, toute cette quincaillerie, c'est pas trop mon truc. Alors dans le cas d'espèce d'Édouard Louis, précisément, je n'insulte pas du tout Édouard Louis, je ne m'en prends pas à sa personne en tant que telle. Comme tu l'as bien dit, ce qui m'intéresse, c'est l'usage que fait la bourgeoisie de la figure du transclasse et le bénéfice qu'elle en tire. Bon, je veux dire, c'est devenu une mode, les transclasses. On en voit beaucoup sur les plateaux de télé, il y a des livres de transclasse. Et alors vraiment, je dirais les cadres de la bourgeoisie, des gens qui sont des cadres en gros du champ culturel, du champ audiovisuel, du champ des discours, font accueil à ça, mais alors vraiment, ils sont extrêmement hospitaliers. Donc il faut voir pourquoi. Et il y a deux raisons à ça, et c'est ça que je voulais dire surtout dans ce texte. Premièrement, c'est une démonstration du fait de la pertinence de la méritocratie. Chaque transclasse est toujours, croit-il d'ailleurs, parce que comme ils n'ont pas lu Bourdieu, ils ne savent pas à quel point Bourdieu est subtil et sophistiqué. Mais dans leur compréhension très grossière du bourdieusisme, ils disent « Ah, ça, Bourdieu, ça, il ne pourra pas... » Là, il dit toujours « On est déterminé. » Regarde, non, parce qu'il y a des transclasses. Bon, s'ils avaient lu Bourdieu, ils auraient vu qu'il y a des pages extrêmement précieuses de Bourdieu, et chez Chantal Jacquet aussi, qui a beaucoup pensé les transclasses, pour dire qu'en fait, on est toujours déterminé à être transclasse. Donc un transclasse n'est pas quelqu'un qui sort du déterminisme, simplement il rentre dans un autre système de détermination que la pure détermination qui consiste à dire « je suis prolo, je resterai prolo, je suis bourgeois, je serai prolo ». Bon, premièrement. Donc, mais en tout cas, eux, ils pensent qu'un transclasse est, regardez, bon, donc c'est l'arabe qui fait Sciences Po, voilà. Arrêtez de nous faire chier à nous dire que les gens qui sont nés dans certains quartiers sont définitivement assignés à résidence et stigmatisés à vie par leur couleur, leur quartier, leur machin, puisqu'il y a des arabes à Sciences Po. Donc, triomphe de la bourgeoisie, et donc il y a beaucoup d'écrivains issus des quartiers qui vont jouer cette partition-là, et évidemment, la bourgeoisie va les adorer. Ça, c'est la première raison pour laquelle ils adorent. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, on a quand même quelqu'un qui vient nous présenter comme un parcours dont il a l'air assez content, un parcours de réussite, le fait d'avoir rejoint la bourgeoisie. Donc la bourgeoisie adore qu'on l'adore. Enfin, je veux dire, c'est la démonstration qu'en fait, le mode de vie bourgeois est tout à fait désirable, puisque nous avons affaire à quelqu'un qui a l'air
qui vous raconte que pendant 20 ans, il n'a eu de cesse que de vouloir adhérer à cette classe-là et qui s'est extirpé de son passif prolétaire pour y arriver. Donc la bourgeoisie adore qu'on la flatte. Donc voilà, ça c'est les deux premières choses. Alors après arrive Édouard Louis là-dedans, qui est un transclasse vraiment spectaculaire. Quart-monde, Picard et orbite de Normal Sup, puisqu'il n'était pas normalien vraiment, mais puis succès littéraire, puis bon. Bon, donc autant quand même les cadres médiatiques n'aiment pas beaucoup quand Édouard Louis va aller donner dans une certaine radicalité politique. Ça quand même, c'est bon bof quoi, parce qu'il peut y aller de temps en temps. Mais en revanche, adore qu'Édouard Louis resserve le récit qu'il fait de livre en livre, à savoir je m'en suis sorti. Bon, donc voilà, jusqu'ici, il n'y a rien contre Édouard Louis vraiment, il y a plutôt comment il est capté. Où ça pourrait être où je suis plus en prise à partie d'Édouard Louis, c'est parce que je le trouve, j'attends de lui, vraiment, puisqu'il se dit de gauche et par ailleurs bourdieusien, beaucoup, c'est quand même lui qui parle de Bourdieu, beaucoup plus que moi, hein, beaucoup moins bourdieusien que lui en fait. Mais je trouve très étonnant qu'à longueur d'interview, il n'ait jamais un mot pour dire ça, pour dire ce que je viens de dire, à savoir, je ne suis pas dupe de la façon dont la bourgeoisie m'a fait accueil. Je n'en suis pas dupe en tant que bourdieusien, connaissant bien les mécanismes subtils. Et donc évidemment que ça serait à lui de le dire. Je l'ai beaucoup écouté. Par ailleurs, je crois que j'ai lu tous ses livres à ce jour. Donc on ne peut pas dire que je parte de rien. Je parle comme ça dans l'abstrait. Il n'a pas ces propos-là. Et vraiment, je m'en étonne. Je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas le travail de dire je ne suis pas dupe. C'est pas pour autant que je vais d'un seul coup refuser d'être invité ici ou là, mais je pourrais au moins identifier les mécanismes qui font que, et il ne le fait pas. Et non content de ne pas le faire, et ça c'est vraiment son dernier livre qui m'a mis en colère, là je dois dire en colère. Bon, d'abord parce que c'est vraiment pas un bon livre, mais ça je pourrais expliquer pourquoi littérairement, mais c'est pas le sujet du soir. Mais ce livre s'appelle « Changer de point méthode », que je trouve un titre à la fois, un titre génial en fait, et qui est pour moi le titre que j'attendais. Je me dis, là vraiment, il va faire le boulot qu'il n'avait pas fait précédemment. Et qui était, mais vraiment, comment est-ce qu'on passe d'une classe à une autre pour de vrai, quoi ? Comment ça se passe vraiment ? Parce que c'est compliqué en fait. Ça passe par quels actants sociaux, par quels opérateurs sociaux, psychologiques. C'est passionnant en fait, c'est vraiment une question mais géniale, c'est un laboratoire littéraire exceptionnel. Eh bien, il ne fait pas le boulot d'en changer méthode, pas du tout. Il n'est pas à la hauteur de son titre et non content de ne pas être à la hauteur de ce titre, là où il y a une absence de subtilité dans l'analyse des processus qui ont fait que je suis passé de ça à ça, eh bien, font retour des espèces d'analyses extrêmement grossières qui fait que je suis passé de ça à ça. Comment ? Eh bien, lisez ce livre. Vous verrez, je l'ai lu, hein, vraiment, et à noter, en travaillant. Non, mais c'est vraiment Bourdieu qu'on assassine, là. En travaillant. C'est-à-dire, j'ai lu des livres. Voilà. J'étais prolo, j'ai lu des livres, maintenant je suis un bourgeois. C'est cool, c'est super, en fait. Et non content de dire ce genre de trucs, comme si on se mettait à lire des livres comme ça. Alors, en fait, le vrai sujet, c'est comment t'en es arrivé à lire des livres, en fait. C'est pas... Lui, en bon bourgeois qu'il est, en tout cas, il développe une pensée bourgeoise à ce moment-là, parce qu'il ne prend les effets sans les causes. L'effet, c'est qu'il s'est mis à lire. Mais c'est la cause qu'on voudrait. Comment quelqu'un comme lui, qui arrive d'un milieu presque illettré, disons les choses, sans mépris aucun, on arrive quand même à devenir même un très bon lecteur et un intellectuel assez pointu, en fait. Y compris, disons, de la théorie... Et en fait, il dit pas ça. Et il y a des pages que je cite dans le fragment, parce qu'elles sont impayables, et puis parce que je voulais alimenter ma réflexion, enfin, l'appuyer sur des faits. On a des pages totalement méritocrates, et qui sont genre, où il décrit comment à un moment il se met à beaucoup lire pour pouvoir avoir le bac, et puis après être, je sais plus, avoir tel autre concours. Et là, c'est vraiment des pages qui sont no pain, no gain, quoi. C'est-à-dire, c'est le grand effort sportif, truc que nous raconte pas mal le cinéma américain ultralibéral, quoi, à savoir, si tu veux, tu peux, si tu t'y mets. Et donc, il nous raconte que pendant 3 mois, il a enquillé des bouquins, qu'il ne mangeait plus, il ne buvait plus, parce qu'il fallait qu'il enquille des bouquins. C'est des pages, mais je veux dire, qui sont à la gloire de l'effort, du volontarisme qui permet tout. Donc c'est des pages, vraiment, moi j'aimerais bien avoir ce débat avec lui, hein, parce que je serais très curieux de voir ce qu'il en dit.
Mais c'est des pages qui sont totalement à la gloire de l'éthos libéral et de la philosophie libérale, hein, vraiment. Et je les ai lues dans tous les sens. J'attendais le moment où il allait ne serait-ce qu'ironiser là-dessus. Peut-être, pourquoi pas, quoi. Dire, je sais bien, je suis quand même en train de faire un drôle de truc, mais non, il ne le fait pas. Donc, évidemment, s'il dit le truc, il ne sera pas content. Moi, j'espère que ça peut engager un débat, qu'on pourrait se parler loyalement. Peut-être qu'en fait, il va juste trouver ça désagréable et il va penser que j'ai voulu me faire Édouard Louis. Mais j'ai autre chose à foutre que de me faire Édouard Louis. C'est pas mon propos. C'est vrai, moi je voudrais juste finir sur ça, sur le fait que tu es sur des nuances, sur une pensée de nuances. Là, c'est de dire que ça t'intéresse, en fait, cette situation d'Édouard Louis. Enfin, qui ne dit pas, t'es pas à dire que Édouard Louis est un méchant et qu'on a un problème avec les méchants, non, c'est pas... C'est tout le long. Ouais, moi je vais aller au-delà. Parce que si on veut vraiment aller au bout de ce que je ressens par rapport à Édouard Louis, là j'ai dit ce que j'en pensais théoriquement, politiquement, etc. Moi je pense qu'il a tout pour devenir un très bon écrivain. Et notamment il a une grande qualité, qui est peut-être un défaut dans la vie, mais qui peut féconder de la littérature, c'est que je pense qu'il est mythomane. Et je pense qu'il a un rapport à la vérité qui est tout à fait déglingué. Et bien ça peut quand même produire une certaine race d'écrivains. Par exemple, je relisais Journal d'un voleur de Genet là, récemment. Genet, grand mythomane, grand falsificateur, mais qui a porté ça à un point de génie. Mais quel génie ce mec! Journal d'un voleur, c'est vraiment pour moi un livre presque parfait, quoi. Ou du voleur, ou d'un voleur. Parce qu'il a, et d'ailleurs il assume totalement lui, il est très conscient de ce qu'il fait, Genet. Il sait qu'il est en train de falsifier, il falsifie la prison, il repeint la prison comme un lieu idyllique, évidemment un lieu par ailleurs d'entre-soi masculin, parce que l'homosexuel qu'il était, disons, ça servait quelque chose de l'ordre de ses fantasmes. Mais il les repeint et il sait très bien ce qu'il fait en les repeignant. Enfin, je veux dire, il a une espèce de conscience de sa pente falsifiante. Pour l'instant, Édouard Louis est quelqu'un qui, à mon avis, est un mythomane et un falsificateur, mais qui s'ignore. Le jour où il s'ignorera plus, il fera vraiment des bons livres. Voilà, c'est mon petit conseil pour Édouard Louis. De prof de lettres. Merci beaucoup. Donc j'avais promis quelques interactions. Si vous avez une forte envie de poser des questions, ouais, vas-y, je permette. Une question vocabulaire, du coup, parce que tu commences par libéral en mettant en évidence la confusion autour de ça, et en même temps, là, je t'ai entendu dire ultra-libéraux ou les libéraux. Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on dit? Là, tu vois, non, mais tu fais bien de me reprendre là-dessus, mais tu vois, c'est la grande différence entre l'écrit et l'oral, ça. C'est que à l'écrit, on fait gaffe à ce qu'on écrit, vraiment, on pèse ses mots. C'est pour ça que j'ai toujours dit, moi, je peux répondre de tout ce que j'écris, je ne peux pas toujours répondre de toutes mes interventions orales. Pourquoi? Parce que l'oralité, aussi précis est ses tons d'être, il y a toujours un moment où on cède à des facilités, et le mot libéral, sa vogue vient beaucoup de là, c'est qu'il est bien pratique, et donc il nous vient assez vite et donc antilibéral, machin, alors qu'effectivement, j'ai tendance à préconiser le fait qu'on remplace toujours par capitalisme le mot libéralisme, qui me paraît un mot extrêmement falsifiant et confusionnant, mais c'est compliqué. Alors après, quand même, dans Boniment, autant, donc je commence par déconstruire la notion de libéralisme en disant qu'elle porte une embrouille originelle dont il faut absolument se déprendre et que le mot capitaliste est beaucoup plus opératoire et beaucoup plus pertinent. Il n'en reste pas moins vrai que le monde que le capitalisme a fabriqué et les corps qu'il a fabriqués finissent par constituer, alors je dirais dans les pays avancés, ce que j'appelle un homo libéralus. Bon, c'est pas très original comme invention, comme néologisme, d'ailleurs je suis pas sûr d'être le premier à en parler. Il y a quand même quelque chose, je le décrivais un peu dans l'histoire de ta bêtise, dans les dernières pages. Qu'est-ce que ça fait quand même de vivre dans un pays riche, d'y avoir une situation sociale relativement confortable, un accès à un certain nombre d'objets technologiques particulièrement adoucissants, particulièrement comme ça, qui liquéfient un peu nos vies et nos corps, qui les fluidifient, qui sont portés sur des flux, comme on sait, ça finit quand même par créer un homo liberalus, et il y a quelque chose, je crois que c'est assez pertinent. C'est comme ça que je maintiendrai quand même l'idée. Pour moi, le libéralisme, en fait, ça serait pas tant
le système dans lequel on est, il est régi par des rapports, par une certaine circulation de la marchandise et par certains procédés de création de la valeur et de distribution de la valeur. Ça, c'est le capitalisme. Mais après, ça produit des faits anthropologiques. Et c'est peut-être ça qu'on pourrait appeler le libéralisme, qui pour moi serait une notion plus... Là, je tâtonne un peu, parce que dès qu'on va dans la théorie, je suis toujours un peu plus approximatif, mais c'est l'intuition que j'ai, quoi, que le libéralisme désignerait plutôt un mode de vie, et non pas un mode de production, ou un mode de production-consommation, ou de création de la valeur. Et donc, je pense que nous sommes tous des sécrétions du capitalisme, et nous avons des corps libéraux, en tout cas en partie. On peut être des anticapitalistes libéraux. On est pris un peu quand même. Ouais. Moi, je pense que je suis un anticapitaliste qui a quand même assimilé et incorporé quelque chose de l'ordre de l'éthos libéral. D'ailleurs, pour le meilleur et pour le pire, parce que l'éthos libéral a du charme. Il a du charme, et c'est bien pour ça que ça dure. Il y a quelque chose de tout à fait charmant, comme il est charmant de passer une soirée devant un ordinateur, et quelque chose d'assez facile, quoi. On surfe un peu sur Internet, on passe de trucs à un autre, d'un réseau à un autre, ça discute, c'est quand même charmant, quoi. Ça a l'air d'être gratuit, et d'ailleurs, évidemment, ça ne l'est pas, puisque quand c'est gratuit, c'est toi le produit, mais c'est quand même pas si cher. C'est pas si cher. Netflix, c'est pas très cher quand même. Et c'est charmant, Netflix. Moi, ça me sort par les yeux maintenant, Netflix, mais il y a quand même un petit charme, de l'accessibilité à des trucs, et pas que des trucs mauvais d'ailleurs. Il arrive que dans l'offre pléthorique de Netflix, il y a une entrée Netflix, hein, mais qui est plus idéologique d'ailleurs. Là, je me suis plutôt concentré non pas sur le fait plateforme, sur lequel j'avais parlé ailleurs, mais sur les productions Netflix qui me paraissent d'une homogénéité idéologique tout à fait stupéfiante. Et d'ailleurs, étant toujours... en fait, l'idéologie Netflix, c'est vraiment toujours de défendre précisément l'éthos libéral. Je détaille un peu dans le truc. Et donc, nous sommes tous un peu pris dedans, quoi. C'est pas très nouveau, hein, d'autres gens l'ont dit avant moi. Hein, j'ai pas fait une trouvaille là, mais et donc, je pense que c'est ça je décris quelques phases de ma vie ou quotidienne où je vois. Par exemple, je pense que la grande embrouille de l'homo libéralus. En fait, l'homo libéralus, c'est celui qui croit à deux pipeaux. C'est-à-dire que le monde capitaliste nous offre paix et liberté. Alors, liberté, j'ai déjà dit, mais paix. Mais de fait, il se trouve que le capitalisme c'est structuré de telle sorte qu'il a quand même très largement absenté du champ de vision et du champ de perception de pas mal de ces sujets la violence. Voilà. En la délocalisant, en la déportant. Donc effectivement, les libéraux de bonne foi peuvent tout à fait dire « mais regardez quand même, le libéralisme génère de la paix. Regardez l'Europe, par exemple, depuis que l'Europe est devenue un marché, eh bien, on ne se fait plus la guerre. » Ils peuvent le dire à bon droit. Alors, ils oublient juste un truc, c'est qu'en fait, on a délocalisé la guerre. On a déporté la guerre sur d'autres fronts, moyen-orientaux, africains, asiatiques. Mais il se trouve que l'homo libéralus peut tout à fait y croire, parce que quand il se balade dans les rues de Paris, ou dans les rues de Nantes, ou de Strasbourg, ou de Düsseldorf, ou que sais-je, eh bien, de fait, nous ne sommes pas des pays en guerre, quoi. La guerre est... Et donc, il a fini par croire que véritablement, le libéralisme produisait de la paix. Et son corps a incorporé tellement ça qu'il a quand même globalement un corps pacifié. Il a un corps adouci, il a un corps comme ça... qui du coup devient... ça le rend très bête, hein. Ça le rend très bête, notamment dès qu'il s'agit de parler de violence. Là, l'homo libéralus est un crétin fini. Parce qu'il ne supporte plus la violence, il ne supporte plus la brutalité. Toute manifestation de brutalité pour lui est totalement... nous venons de vivre une journée où il y avait une conflictualité qui est sans doute en train de se transformer en brutalité quelque part dans Paris. Et là, l'homo libéralus, évidemment, ne peut pas supporter ça. L'homo libéralus est quand même en train de se faire un film en ce moment. Bon, évidemment, il est pro-ukrainien, et ça, là-dessus, moi, je n'irai pas contre. Hein. Mais il se fait quand même un trip, genre, il y aurait des gentils Ukrainiens pacifiques contre des super méchants barbares russes qui veulent que la guerre, quoi. Et donc, en ce moment, il y aurait quand même une guerre juste qui serait en train de se passer, qui serait des Ukrainiens valeureux qui défendent leur territoire contre des barbares. Il aime bien se raconter ça, quoi, que la guerre est juste. Et donc, il oublie qu'il y a une constituante insauvable de la guerre, qui est d'une brutalité absolue, pour le coup, dans les deux camps. C'est pas parce qu'il y a un camp qui a plus de légitimité qu'un autre
que les brutalités qu'il commet en sont moins brutales, quoi. Donc, mais je pense qu'on est tous un peu concernés, hein, notre rapport à la violence. Enfin, moi, je sais que je ne peux pas dire que je sois complètement effarouché par la violence, mais je vois bien qu'au bout du compte, il y a quelque chose qui finit par nous amollir tranquillement, quoi, et qui fait que c'est compliqué de rester radical quand on vit dans ce bain tiède. Dans l'histoire de ta violence, tu dis que c'est... Bêtise. Parce que Histoire de la violence est un livre de Édouard Louis. D'ailleurs, très bon titre, Histoire de la violence. Très bon titre. Là, tu dis que c'est un ethos de propriétaire. Le propriétaire, dès lors où on est propriétaire, le boutiquier est propriétaire, sa plus grande crainte est le conflit. Oui, bien sûr. C'est la violence, c'est le combat, c'est qu'on abîme la boutique, on abîme ses murs, que c'est chez lui. Lui, il accueille les gens pour faire la fête, et s'il y a une bagarre chez lui, c'est pas la bagarre, c'est que ça soit chez lui quand même. Ouais, tout à fait. Oui. Il est... C'est pour ça qu'il faut toujours revenir à l'éthos commerçant, quoi. C'est ça. Ça explique beaucoup de choses, des positions de la bourgeoisie et des camps, disons, des partis attitrés de la bourgeoisie. En fait, je pense qu'il fonctionne toujours en boutiquier, ça c'est sûr. Et donc, ou en propriétaire, mais ça revient au même, parce qu'il arrive qu'il soit propriétaire de boutique. Et donc oui, le propriétaire a toujours intérêt à au moins qu'il y ait une pacification des rapports sociaux, de sorte qu'au moins on n'attaque pas sa propriété, qu'au moins il y soit un peu en paix et qu'on ne vienne pas foutre la merde chez lui. Oui, effectivement, dès lors qu'un commerçant aperçoit une conflictualité sociale à l'horizon, il pense tout de suite à sa vitrine, quoi. Ils vont encore nous la casser. Et ça, c'est des... Donc oui. Alors après, comme d'habitude, le commerçant se raconte que le commerce n'apporte que paix et harmonie. Ça fait très longtemps que les libéraux racontent ça. Du coup, les libéraux originels racontaient ça. C'est la notion de doux commerce de Montesquieu, qui est sans doute un penseur tout à fait passionnant et qui a apporté quand même sa pierre à l'édifice démocratique par la séparation des pouvoirs, mais dont on oublie quand même beaucoup qu'il a assez peu parlé de l'esclavage quand même, donc qui était quand même, disons, la principale source de richesse du monde libéral dont il était en train de vanter les mérites, à savoir le doux commerce. C'est-à-dire qu'au moment même où se développait le commerce triangulaire, l'extermination des populations indigènes américaines ou sud-américaines, Montesquieu, avec tout le respect que j'ai pour lui, ose quand même nous servir le coup du doux commerce. C'est-à-dire que le commerce apporte la douceur. Donc nos boutiquiers parisiens ou nantais peuvent toujours se raconter que le commerce est un vecteur de paix. Ils oublient tout simplement de ressaisir la chaîne de production à l'origine de laquelle il y a peut-être un enfant qui travaille dans une mine pour extraire un certain nombre de matériaux dont on fera la marchandise, ou en tout cas une brutalité sociale faite aux travailleurs. Bon, ça c'est toujours... Voilà, c'est vrai que c'est pas rien que les capitalistes européens ou occidentaux ont de plus en plus, depuis 50 ans, perdu de vue l'ensemble de la chaîne de production. Ce qui était peut-être avant, ils avaient quand même davantage de vue sur l'ensemble. Je veux dire, quand Marx et Engels décrivent les fabriques de Manchester, donc le boom industriel anglais et la classe ouvrière anglaise de l'époque, qui était quand même dans des conditions que Engels a très bien décrites, et Marx aussi, des conditions dégueulasses, avec des épidémies, des trucs comme ça. D'une certaine manière, oui, il y avait évidemment des beaux quartiers de Manchester et ils n'allaient pas traîner dans les cités ouvrières où il y avait du choléra. Mais c'était pas loin. C'était pas loin. Alors, ils voyaient au moins les fumées des usines, de leurs usines. Donc ils avaient quand même une vision, je ne veux pas surfantasmer sur la bourgeoisie d'avant, hein, mais je pense qu'ils avaient quand même une perception un peu plus précise du passif de violence nécessaire à leur prospérité. Là, maintenant, c'est vrai que pas mal de nos commerçants en chef peuvent tout à fait se raconter qu'il n'y a pas de brutalité dans cette affaire, puisqu'ils ne voient que le bout de la chaîne, qui est en gros un open space hyper chatoyant. Merci à vous de quand même respecter cette boutique qui est la librairie La Régulière. Est-ce qu'on aurait une autre question ? Peut-être. Oui, monsieur. Oui, dis-moi. Bonsoir, merci pour ton travail. Je vous suis quand même depuis peut-être 5 ans et il y a un mot qui revient. Depuis 5 ans 5 ans seulement, mais bon. Voilà, ça m'a permis de. Ah, j'aime bien 5 ans. Quinquennat, voilà. Et, il y a une parole qui revient souvent, vous la répétez aujourd'hui, boutiquier, marchand, et je vois que ça revient sans cesse.
ce quinquennat m'a permis de, comment dire ça, de comprendre un peu votre système de pensée, mais que je n'arrive pas à très bien définir. Et j'aimerais, si vous pouviez, si vous avez déjà réfléchi sur ça, quel est votre système de pensée, ou bien vous laissez seulement penser, ou bien vous laissez seulement guider comme ça par un élan créatif. Parce que bon, moi je m'amuse à l'appliquer, même si je n'arrive pas à définir, je m'amuse à l'appliquer à des situations de vie. Et c'est bien parce que je me rends compte que c'est un outil qui me permet d'avoir accès comme ça au réel et tout. Mais j'ai envie d'aller un peu plus loin si vous avez analysé ça, parce que ça revient quand même à chaque fois. Est-ce que la parole marchand, boutiquier, est-ce que comme ça vous avez pensé à un système, de sujets sur lesquels vous travaillez? Vous avez parlé du corps, vous avez parlé... il y a le corps, il y a aussi la question de l'éthos du marchand. C'est quoi ce système qui pour moi un peu... D'abord, je me garde d'être un peu... Bon, ça dépend des travaux, ça dépend des productions, ça dépend de la situation d'expression, ça dépend de la situation d'énonciation. D'abord, encore une fois, oralement, on ne produit pas exactement la même chose qu'à l'écrit. Et par ailleurs, dans les écrits, je me garde bien, il y a plein d'écrits où je me pique de ne pas être systématique, au contraire. Et ça serait plutôt le pan spécifiquement littéraire de mon travail, où je pense qu'on gagne à être anti-systématique quand on se lance dans un roman. Au contraire, pour moi, les romans, la littérature doivent toujours réouvrir les choses et faire une part à la complexité des choses et même à leur absurdité, au fait que le monde, au bout du compte, in fine, n'est pas pensable et n'est pas systémique, n'est pas systématique. En revanche, c'est vrai que quand je passe un peu en position plus théorique et plus analytique de l'état du monde, ça serait plutôt des essais ou des prestations orales ici ou là. Bon, là, je pense que on peut... Pour moi, ça consiste à essayer de penser ce qui est pensable et rationaliser ce qui est rationalisable. Sachant bien, encore une fois, que tout n'est pas rationalisable dans le vivant, et c'est tant mieux, et c'est une bonne nouvelle. Le vivant excède la raison. Mais il y a quand même il y a une rationalité du réel. Je ne pense pas qu'elle soit intégrale, je ne suis pas hegelien, mais il y a des segments du réel qui sont rationalisables. Et c'est là que peut apparaître quelque chose d'une pensée, dégager quelques petits concepts, quelques petites entrées qui vaudraient pour tout un tas de situations. On dégage des synthèses, en fait. Bon, alors moi, quand j'analyse, quand j'observe, encore une fois, c'est pas très nouveau, mais quand j'observe notamment le corps social, corps social français par exemple, ce qui m'apparaît quand même souvent, c'est que nos amis, il y a des gens qui dominent ce corps social, qui en ont les clés, qui en sont les cadres, qui en sont les agenceurs, et je constate chez ces gens que quand même domine en eux l'affect maître, peut-être pas l'affect exclusif, mais maître, est un affect marchand. Je veux dire qu'il y a énormément de leurs attitudes, de leurs stratégies, de leurs manœuvres, de leurs discours, de leurs idéologèmes, c'est-à-dire les éléments de langage qui distillent tout ça, qui peuvent être souvent rapportés, en fait, et Boniment en fait que ça, en fait, tout le temps, j'ai commencé par là, c'est pour ça que j'appelle ça Boniment, ramener toujours, mais quelle est l'intention marchande dans tout ça? Quel est le calcul marchand? À quel calcul de valorisation sont-ils Je pense que c'est ça, je le disais par exemple, il y a une entrée qui est confort, sortir de sa zone de confort, qui est donc devenue une espèce de cliché qu'on entend partout, qu'on entend beaucoup, que moi j'ai commencé par entendre dans la langue du sport, chez les entraîneurs, voilà, ils disaient tous ça en conférence de presse, non mais je veux dire, voilà, on a voulu sortir de notre zone de confort. Et c'est intéressant d'écouter les entraîneurs, les coachs sportifs, enfin les coachs de sport, parce que c'est souvent, ils sont des capitalistes sur pattes, quoi. Enfin, je veux dire, ils déploient des éléments de langage qui sont assez proches de ceux du management. D'ailleurs, les deux domaines se touchent beaucoup. En général, quand un entraîneur a particulièrement réussi comme entraîneur, il passe en fait 20 ans de sa vie. C'est le cas, par exemple, d'Onesta. Onesta, grand entraîneur de l'équipe magnifique de handball français qui a été championne du monde 600 fois, championne olympique, machin. Onesta, depuis qu'il a lâché l'équipe, parce qu'à un moment il prend sa retraite, je l'avais vu une fois d'ailleurs dans une conférence, il fait des conférences dans des séminaires d'entreprise en fait. Et il va donner sa méthode de management, comment il a pu obtenir tant de résultats, comment il a réussi à manager le groupe vit bien, le groupe France. Et les patrons sont comme ça, ils adorent, parce que le sport, pour eux, c'est toujours un peu l'idéal, quoi. Le sport, ce serait le capitalisme dans sa version la plus aboutie, pour eux en tout cas.
Et donc sortir de sa zone de confort, que je voyais indifféremment dans la bouche d'entraîneurs et de managers, je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et à chaque fois c'est la même chose. On a une expression qui est abstraite, dans laquelle on peut mettre tout. Vous allez dire sortir de quel confort, de qui, comment? Bon. Mais c'est bien, ça fait classe, quoi, parce qu'évidemment, quelqu'un qui dirait l'inverse, genre, non, mais moi j'aime bien ce qui est un peu confort, non, c'est vrai que moi je suis assez routinier, non, mais je suis vraiment médiocre en fait, j'aime pas du tout qu'on me bouge, j'aime bien avoir les petites habitudes, en camping, je veux l'emplacement 34 tous les ans, donc c'est pas bien, c'est pas chouette, sortir de sa zone de confort, c'est classe, quoi. Donc je dis, non, les mecs sont classe en fait, les mecs sont des aventuriers, ils sont en train de nous rejouer le coup du commerçant aventurier, je prends des risques, machin, d'ailleurs une entrée risque aussi. Et puis en fait, quand on les écoute, sortir de leur zone de confort, ça veut dire simplement j'ai vendu un tel produit et je suis arrivé finalement à la maximisation des profits par rapport à tel produit. Donc j'en vends plus parce qu'il y a un moment un produit tourne en rond, tout le monde l'a, quoi. Et ben donc il faut que j'en invente un autre. C'est un boutiquier qui fait ça. Je veux dire, à partir du moment où j'ai vendu tous les iPhone 7 que j'avais, que tout le monde a un iPhone 7 dans le monde, il faut bien que j'invente l'iPhone 8 parce que sinon je vais tourner en rond, je vais arriver à une espèce de plafond de mes profits. Et c'est ça qu'ils appellent typiquement sortir de la zone de confort, c'est un manager qui dit à ses collaborateurs, comme dirait lui-même, faut qu'on invente un autre produit, les gars, faut qu'on avance, hein, parce que le capitalisme ne peut qu'avancer. C'est ça, c'est la croissance. Bon, ça veut dire ça strictement, en fait. Donc, en fait, sur le même truc, tu as à la base une expression très générique, plutôt sympatoche, sur lesquels tu pourrais mettre plein de contenu, genre ça serait Rimbaud, quoi. Rimbaud est sorti de sa zone de confort en partant de Charleroi et après en partant de Paris vers l'Abyssinie, quoi. En fait, les mecs sont rimbaldiens. Mais en fait, non, c'est des boutiquiers qui veulent inventer un nouveau produit parce qu'il faut maintenir l'entreprise à flot. Donc, j'ai pas de système, mais ça, je dois dire que cette entrée-là, je la recommande à chacun. C'est-à-dire que dès que vous entendez ce genre de machin, il y a un truc générique et abstrait, ramenez-le à la pulsion concrète qui est au travail. Et vous verrez qu'assez souvent, c'est une pulsion commerciale, quoi. Je l'avais dit dans l'histoire de Tabeti, ce qu'ils appellent progressisme n'est pas autre chose que ça. Progressisme, c'est simplement, il faut passer d'un produit à un autre, quoi. Il faut avancer, parce qu'il faut que la boîte avance. Sinon, elle stagne, et dans l'éthos commerçant, la stagnation, c'est l'échec. Il faut toujours croître pour pouvoir satisfaire des actionnaires qui veulent des dividendes. Tu disais, c'est même la plus grande, le premier boniment, leur plus grand boniment dans l'histoire de Tabeti. Ah oui, c'est ça, oui, tout à fait. Le progressisme, ça, c'est le chef-d'œuvre bonimenteur de ces 20 dernières années. Ouais. Est-ce qu'on prendrait une dernière question? Ouais, que ce ne soit pas que des mecs qui parlent. Ah, merci. Moi, j'ai une question justement un peu liée au fait, je pense, d'autres femmes. J'ai pas lu votre livre, j'ai l'impression que c'est quand même un livre assez politique. Du coup, je voulais savoir si vous traitiez justement la question des luttes féministes actuellement. Et vous avez parlé de la violence tout à l'heure, du coup, de notre incapacité sociétale à justement regarder cette violence. Donc voilà, je voulais savoir s'il y avait quelque chose sur ce sujet-là dans votre livre. Il y a un temps pour tout. Donc là, c'est vrai que mon livre, a priori, le thème qu'il se donne ou le champ d'exploration qu'il se donne ne le porte pas prioritairement vers la question, les rapports de genre, la question féministe, etc. Il n'en reste pas moins vrai que... il y a une entrée, je pense, où j'aborde un peu ça, qui est l'entrée puissante, entre parenthèses femme puissante, Léa Salamé. Donc... parce que voilà, là je vois, c'est toujours pareil, il faut toujours être un peu, en fait, comment dire, la pensée commence toujours là où il y a un trouble, il y a quelque chose qui ne va pas en fait, quoi. Il y a un loup, il y a un truc. Et donc là je vois Léa Salamé, que je suis bien depuis une quinzaine d'années, en plus il se trouve que je l'ai croisée à une époque, donc je vois bien à quel animal on a affaire, qui est une Sarkozy pur jus, et d'un seul coup elle est féministe, quoi. Elle fait un truc, femme puissante... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle prône beaucoup ces femmes comme ça qui ont su s'arracher à la domination masculine, ou en tout cas aux incitations de genre pour pouvoir aller vers la puissance. Bon, par ailleurs, j'entends beaucoup, y compris dans la constellation véritablement féministe, pas comme Léa Salamé, des notions de puissance. C'est bien de mettre en scène au cinéma des femmes puissantes. Ça fait partie d'une logique féministe que de d'écrire des scénarios où il y aurait des femmes puissantes dedans. Alors après, il y a les notions que se partagent bizarrement les managers et les gens de gauche, parfois, qui sont l'empuissantement.
vient de l'empowerment. Non, mais c'est des trucs qu'on entend, y compris dans les sphères militantes de gauche. Peut-être un peu moins maintenant, mais quand même à une époque. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi ce truc de puissance? Et j'essaie de voir, en tout cas, ce que Léa Salamé entend par là. Et donc j'enquête et je vois, j'ai pas lu le livre parce que quand même ma patience a des limites, mais je suis quand même allé voir l'index, donc quel était son casting, parce qu'elle a fait des entretiens avec des femmes. Et en fait, c'est des femmes qui ont tout un point commun, c'est que c'est des femmes qui sont dans une hyper réussite, quoi. Il y a la grande ponte de la communication à Paris qui s'appelle Anne Méo, et même en France, qui conseille des personnes extrêmement intéressantes, enfin riches et... Voilà, quand elle va voir une tenniswoman, c'est forcément Amélie Mauresmo parce qu'elle a gagné Wimbledon, quoi, quand elle va, etc. Donc elle va, en fait, et donc se crée une synonymie éclair entre puissance et pouvoir. En fait, Léa Salamé n'aime pas les femmes puissantes, elle aime les femmes de pouvoir. Elle aime, et elle pense que la puissance féminine ne s'actualise véritablement que dans des gains de pouvoir, et notamment dans le fait de conquérir des places fortes, monopolisé par les hommes pendant des milliers d'années. Et ça serait la réalisation féministe par excellence, quoi. C'est là vraiment, il y avait à la tête des boîtes de communication, il y avait des hommes, maintenant il y a des femmes, il y a Anne Méo pour faire exactement le même boulot dégueulasse, et auprès des mêmes gens. Voilà, donc c'est le moment dans le... Mais j'en reparle un peu dans l'entrée Netflix aussi, parce que Netflix est en boucle aussi sur ce qu'on pourrait appeler une espèce de marketing féministe. Et je pense qu'effectivement, une question qui est posée au féminisme contemporain, parmi les nombreuses questions qui sont posées au féminisme contemporain, c'est qu'est-ce qu'on fait de la récupération, comme on disait jadis, ou de l'incorporation, ou de l'assimilation, ou de la marchandisation du féminisme par le grand capitalisme culturel, quoi. Comment se fait-il que sur Netflix, il y ait en boucle des documentaires sur des femmes qui ont subi des violences? C'est vraiment le documentaire type de Netflix, c'est ça. C'est un grand prédateur masculin qui a commis des crimes sur des femmes, donc Jeffrey Epstein. Il y en a d'autres que je cite dans l'article Netflix, etc. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on considère que c'est bien, Netflix fait le boulot, à la rigueur, si les capitalistes ont décidé que le féminisme était intéressant, tant mieux, ça sert la cause. Ou est-ce qu'il n'y aurait pas un piège au travail là-dedans? Est-ce qu'il n'y aurait pas une dénaturation de la cause féministe? Est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de la folkloriser? Est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de promouvoir sous couvert de féminisme de nouveau des dramaturgies de réussite très traditionnelles et très classiques dans le capitalisme? Bon, là, je trouve que c'est des questions qui sont intéressantes, parce que de fait, le piège est redoutable. Le piège est redoutable. Donc, voilà, je pense qu'il faut se méfier de ça. Mais après, bon, j'ai par ailleurs, dans pas mal d'ouvrages, abordé les questions de féminisme beaucoup plus frontalement et beaucoup plus systématiquement. Donc, je pourrais les signaler à ceux que ça intéresse. Eh ben, merci énormément, merci tout le monde. Je vous invite donc tous à acquérir Boniment. Mais de façon... Voilà, un beau boutiquier, tiens. Voilà, c'est juste nos désirs qui vont se retrouver au même moment à travers une carte bleue. C'est l'avantage. Non, vraiment, et de lire François Bégodeau et de lire ses romans. Peut-être sur la question féministe, de le voir aussi dans des romans, notamment dans un enlèvement. Je trouve qu'il y a une place de femmes qui est très intéressante aussi. Voilà, et puis on va boire un coup aussi. Et manger. Merci énormément. Merci tout le monde et merci François. Merci. Non, c'est un projet solo du chanteur de techno. J'ai repensé il y a pas longtemps. Tout le monde, et moi je me rappelle que le dîner en chapeau. Bah oui, c'est souvent des artistes de promotion. Ah ouais, c'est ça. C'est fou parler de choses. C'est un plaisir en tout cas.
C'est quoi ton prénom? Loïc, pas breton pour le coup, pas de Calais, mais... Mais ça me dit quelque chose. Non, on s'est... Il n'y avait pas une amie commune ou un peu... Ah non, il y a pas d'amie commune. C'est pas la question. Après, ça a le mérite de faire découvrir... vidéo sur le forum de 50 minutes, ouais, peut-être la regarder. Ça fait quand même découvrir un peu Benjamin, même s'il en fait un peu ce qu'il veut, mais c'est quand même une figure géniale. Vraiment, c'est le meilleur pour comprendre sa vie. C'est une culture à partir sur... Bah, moi pareil, mais Benjamin, je l'ai. Je l'ai repéré il y a...